travaille chez Job4 depuis maintenant 5 ans. Job4, on existe depuis 10 ans. On est historiquement un cabinet de chasse de tête spécialisé sur tout cet écosystème tech, digital, IT. Et on a petit à petit revu notre offre pour se diriger davantage vers une plateforme, finalement, une HR Tech, qui toujours va proposer des services d'accompagnement en termes de recrutement de profils plutôt commerciaux et marketing, tout niveau de seniorité, mais on est uniquement sur du CDI, pour tous les acteurs de la tech et du digital, que ce soit en fintech, en cybersécurité, en smart cities, etc., etc. Et à notre actif, on a pu accompagner à peu près 300 clients jusqu'aujourd'hui sur des fonctions tout autant junior sortis d'école que sur des gros profils, CMO de Swile, Head of Sales de Spendesk, etc., etc. Et aujourd'hui, donc pour compléter ce qui avait été dit la semaine dernière, où on avait parlé plutôt des pratiques RH qui étaient appliquées dans notre écosystème auprès des acteurs qu'on a pu accompagner, qu'on a pu conseiller sur ces problématiques-là, on a voulu compléter et avoir un axe qui était, un prisme en tout cas, qui était plus focus sur notamment les outils en tant que tels que vous pouvez appliquer d'ores et déjà, qu'ils soient gratuits ou non, ou alors un comparatif avec justement des acteurs du recrutement qui pourraient vous accompagner, que ce soit du RPO, des freelances, des cabinets et autres, et vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière tous ces termes et quelle est finalement la proposition de valeur pour passer ou non par ce genre d'acteurs, et est-ce que c'est quelque chose qui correspond à vos enjeux. On va faire un rapide rappel sur la stratégie de recrutement. C'est un sujet qui a été abordé déjà la semaine dernière. Pour rappel, avant de se lancer sur directement, je dois aller chercher du candidat ou je vais poster mes offres à gauche, à droite pour récupérer du candidat et me créer un pipeline, il faut commencer au toute finalité de la chaîne et du funnel, c'est-à-dire essayer de traduire votre stratégie business, votre stratégie de croissance à travers une stratégie de recrutement. Le fil conducteur de tout ça, on l'a évoqué, c'est la culture d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau de croissance, c'est ce qui va être primordial dans la core team que vous allez recruter, qui va constituer finalement la culture d'entreprise, qui va constituer l'ADN de votre entreprise. C'est cette notion de bon candidat, de bon profil qui va être déterminante et qui va être alignée ou non par rapport à votre culture d'entreprise. Donc l'idée, c'est de partir vraiment de la fin et de se dire, OK, quels sont mes enjeux aujourd'hui de croissance et de remonter petit à petit en se posant la question de est-ce qu'aujourd'hui, moi, mon enjeu, c'est d'aller faire du CA? Est-ce que mon enjeu, c'est d'aller attaquer l'international? Est-ce que mon enjeu, c'est de développer une nouvelle verticale produit, d'améliorer les features qui sont déjà présentes sur le produit, etc., etc. Parce que petit à petit, c'est ce qui va façonner finalement votre scorecard. Autrement dit, de quoi j'ai besoin, comment ça se traduit à travers quel profil et à travers quelle fiche de poste. Donc, c'est définir les besoins, c'est aujourd'hui faire une cartographie de ce qui est présent aujourd'hui en termes de compétences, de skills en interne chez vous, qu'elles soient sur les compétences techniques, les hard skills purs et durs, mais aussi sur des skills de management, de coaching, etc., etc. Et là, ça se traduit davantage à travers des soft skills. Donc, essayez de cartographier tout ça pour pouvoir le confronter par rapport à ce qu'il vous manque et par rapport à ce vers quoi vous devez aller vous tourner pour trouver justement et fitter ces compétences manquantes. Derrière, ça va vous permettre d'établir un profil recherché, donc des métiers, des compétences particulières, mais ça va aussi vous permettre d'établir une rémunération en adéquation. Chaque profil a une seniorité, chaque seniorité représente notamment une fourchette salariale, mais chaque expertise aussi. C'est toujours une question d'offre et de demande. Plus vous allez rechercher des profils spécifiques, plus ils ont des chances, particulièrement dans la tech, d'avoir des rémunérations qui s'en suivent. Tous ces éléments vont vous permettre de rédiger la fiche de poste avec effectivement une vision très claire de ce qui va être proposé en termes de mission, en termes de scope, comment ça se traduit à travers le profil et qu'est-ce que vous êtes capable de lui proposer, notamment en termes d'avantages. C'est un sujet à part entière sur lequel on pourrait effectivement débattre pendant très longtemps. Mais si vous avez des cas spécifiques ou des partages d'expériences particuliers que vous avez envie d'aborder sur ce sujet-là, je vous invite à en discuter. Et sinon, on peut avancer sur la suite.
N'hésitez pas d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est vrai en début d'entretien, n'hésitez pas à partager, à interagir au maximum, à poser des questions. Je suis justement là pour y répondre, particulièrement quand vous avez des cas très spécifiques que vous avez rencontrés ou que vous avez pu entendre et que vous ne savez pas comment les dupliquer et ou ne pas reproduire ces erreurs-là. C'est le moment d'en discuter. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous directement envoyer sur le chat ou enlever le micro et démuter et puis en discuter de vive voix. On nous pose souvent cette question, le recrutement, ça coûte cher, c'est un vrai coût, etc., etc. Alors oui, mais on ne parle pas de coût, on parle d'investissement. Ça fait très commercial, dit comme ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, un recrutement qui est raté, c'est un recrutement et finalement qui va vous coûter très, très, très cher, tant en termes d'aspect financier que sur l'aspect ressources que ça a sollicité en interne et surtout en termes de temps. Il y a énormément d'études qui sont faites là-dessus pour essayer de calculer justement, d'un point de vue purement financier, combien coûte un recrutement qui est raté. Bien sûr, ça va dépendre de la seniorité, du poste, des responsabilités qui t'est attribuées, mais en moyenne, on estime que ça coûte à peu près 55 000 euros. Il y a une étude Welcome to the Jungle qui d'ailleurs a fait pas mal parler d'elle là-dessus, et je vous invite à aller la regarder, c'est une vraie prise de conscience. Donc tout est une question d'investissement et de calcul à faire. Quel est le temps aujourd'hui, quel est le budget, quelles sont les ressources en interne que j'ai qui sont capables effectivement de m'accompagner sur ce recrutement, sur cette stratégie de recrutement. Est-ce que je dois internaliser, ne pas internaliser, me faire accompagner ou non, à quel moment, à quel stade, pour quel enjeu, et ainsi de suite. C'est des choses à anticiper. Ou publier son offre. Ou publier son offre. Donc, on est parti du constat qu'aujourd'hui, on avait établi la stratégie de recrutement, on a pleinement conscience du profil qu'on a à recruter et comment ça se traduit à travers quelles compétences. On a rédigé notre job desk. Maintenant, l'idée, c'est d'aller publier l'offre pour pouvoir justement gagner en visibilité, gagner en notoriété et potentiellement établir aussi une stratégie d'inbound et qui va vous permettre de récupérer du candidat sans même que vous alliez le chasser vous-même, ou en tout cas que vous sollicitiez votre réseau ou autre. Donc aujourd'hui, vous avez énormément de leviers sur lesquels vous pouvez vous faire connaître, notamment sur indiquer que vous recrutez, principalement sur les réseaux sociaux. On parle principalement de LinkedIn, c'est ce qui aujourd'hui, globalement, ils ont le monopole. C'est ce qui est utilisé par quasiment tous les candidats, quasiment tous les partenaires de notre écosystème, si ce n'est tous, particulièrement sur des sujets tech et digitaux. Donc, on vous invite vivement à travailler votre page LinkedIn, à travailler la page d'entreprise, travailler les offres qui vont être publiées sur LinkedIn et garder une certaine régularité et les mettre à jour constamment. Les candidats postulent énormément via LinkedIn parce que LinkedIn leur permet de filtrer tout autant les entreprises, leur stade de croissance et autres. Et donc, ils vont avoir l'habitude de candidater directement. Donc, plus vous allez travailler cette vitrine, plus vous avez des chances d'attirer des candidats et potentiellement des bons candidats. Vous avez aussi la possibilité de les publier sur diverses job boards, Pôle emploi, Région Job, l'APEC, Monster, Indeed, il y en a énormément. Tout dépend du persona que vous allez aller cibler. Chacun est plus ou moins spécialisé sur un type de persona, que ce soit sur le statut même, CDI, intérim, etc., mais parfois aussi par métier ou même par langue parlée. Ça peut arriver qu'il y ait des job boards qui soient spécialisés sur le recrutement de profils bilingues en anglais, bilingues en allemand, bilingues en espagnol. Donc, essayez de regarder quel job board correspond à quel persona et essayez de cibler davantage ces job boards-là, ces plateformes-ci. Votre site Internet, bien évidemment. Le site Internet, c'est la continuité de Welcome to the Jungle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le site Internet et Welcome to the Jungle sont deux vitrines à part entière de communication. C'est une marque de fabrique qui va donner des informations sur votre culture d'entreprise, qui vous êtes, les ressources que vous avez investies. Si vous êtes sur Welcome to the Jungle, notamment à travers les vidéos, les pitchs, le ton qui est utilisé, le positionnement qui est utilisé, les avantages qui sont mis en avant, ça permet aux candidats tout de suite de se projeter et de savoir globalement si à chaud, c'est quelque chose sur lequel il se voit évoluer, une aventure dans laquelle il a envie de participer. Ne sous-estimez pas la puissance en termes de communication et de notoriété de ces outils-là, parce que c'est quelque chose qui est fait constamment de la part du candidat dès qu'il va postuler, avant même de postuler, c'est d'aller checker le site internet, le LinkedIn et s'ils ont une page Welcome to the Jungle.
Est-ce que c'est vrai qu'il est obligatoire de faire des posts? Alors, je n'ai pas toute la conversation, excuse-moi, si, hop. Est-ce que c'est vrai qu'il est obligatoire de faire des posts de candidature en français, premièrement, même si l'audience doit être bilingue ou multilingue? Il n'y a pas réellement de règles là-dessus, pour être totalement honnête. Nous, on a les deux cas de figure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, si la cible, si le persona, dans tous les cas, va être sur un marché ou va adresser en tout cas des interlocuteurs qui sont bilingues et que ça va se dupliquer dans un profil natif ou extrêmement fluent qu'on va recruter, il n'y a aucune raison de le marquer en français. Au contraire, autant partir directement sur de l'anglais. Il n'y a pas du tout de règle là-dessus. Encore une fois, c'est qu'est-ce que vous allez aller chercher, quel candidat vous recherchez et comment vous le traduisez à travers votre fiche de poste. On a énormément de clients qui demandent, même, c'est des entreprises qui sont françaises, ce sont des startups françaises qui recrutent des business développeurs France, mais qui vont demander à tous les candidats d'envoyer les candidatures et les CV en anglais. Parce que c'est plus facile en termes de communication interne, parce qu'ils ont d'autres marchés qui sont ouverts, ils ont des talent acquisition, donc des recruteurs qui sont aussi sur d'autres marchés, qu'ils se font des réunions et des sprints entre eux où ils vont avoir un gros feedback de toutes les candidatures et analyser les leviers d'acquisition et autres. Et donc, pour faciliter la com interne, ils vont partir sur la langue qui est utilisée, qui est l'anglais, malgré le fait qu'on soit sur un marché français. Et inversement. Donc, pas de règles, il faut rester adapté au persona, à la cible, aux interlocuteurs. Un levier qu'on sous-estime, ce sont les écoles. On a quasiment tous des réseaux d'alumni qui permettent notamment de gagner un batch, un pipe de candidats qu'on n'aurait pas forcément soupçonné. Ça nous permet aussi d'avoir cet effet boule de neige où la promo va aller discuter et partager le réseau des uns des autres et ça ne peut que vous ramener du candidat. C'est-à-dire que ça n'a rien de négatif, ça ne peut que favoriser le fait d'avoir plus de candidatures, de faire travailler votre réseau d'alumni et d'avoir cet effet boule de neige. Quelque chose qu'on oublie souvent de faire, mais ça fonctionne plutôt bien. On a voulu vous mettre un petit exemple qui est assez parlant, puisqu'on parle de séduction de candidats, on parle du fait de travailler sa marque employeur pour attirer les candidats. Ce sont des notions qui sont très génériques, mais finalement, aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est l'originalité de votre process de recrutement. C'est l'originalité de vos fiches de poste. C'est l'originalité dans le ton et le positionnement que vous allez prendre. Alors, l'originalité, ça ne veut pas dire faire de l'humour et mettre des fusées et des smileys de partout. Il faut rester bien évidemment équilibré. Encore une fois, tout dépend de votre persona. On vous a mis un exemple ici. La Rosée, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de produits de beauté éco-conçus qui a lancé une campagne de recrutement à travers TikTok, réseau qui fonctionne plutôt bien en ce moment. Et notamment par rapport au persona qu'il recherchait, c'était quelque chose qui était complètement aligné. Ces candidatures sont passées de 60 candidatures à 250 candidatures. Je ne dis pas que toutes les candidatures sont pertinentes et que ce ne sont que des bons candidats, mais ça vous permet d'aller faire du volume, ça vous permet de vous faire connaître, ça vous permet de travailler votre notoriété, votre marque employeur. Alors aujourd'hui, si on est dans la cybersécurité et qu'on adresse effectivement des grands comptes du CAC 40, on ne va pas aller faire une campagne de recrutement sur TikTok pour aller trouver des business développeurs grands comptes, bien évidemment. Tout est une question d'adaptabilité. Mais essayez oser l'originalité, n'ayez pas peur, au contraire, ça fait la différence. Maintenant qu'on a posté effectivement nos fiches de poste à droite à gauche sur les job boards, sur le LinkedIn, sur le site internet et autres, l'idée, ce n'est pas d'être dépendant uniquement des candidatures entrantes, mais c'est aussi de pouvoir aller les chercher. Aller les chercher, il y a différents leviers. Il y a des leviers qui sont gratuits, qu'on va évoquer juste tout de suite. Il y a des leviers qui vont être payants. Il y a aussi la possibilité d'externaliser à quelqu'un qui va être expert là-dessus. On a voulu vous donner quelques outils. On ne les utilise pas tous au quotidien chez Job4 de manière très transparente. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, ce sont des outils qui sont gratuits. Donc, on va avoir Recruitem, par exemple, qui vous permet de trouver à travers Google des profils sur tous les réseaux sociaux, dont LinkedIn principalement. On ne l'utilise pas nous parce qu'on a LinkedIn Recruiter, qui est légèrement plus puissant que Recruitem aujourd'hui. Vous pouvez les trouver directement via LinkedIn, sans avoir une version recruteur ou autre. Sur LinkedIn normal, vous avez la capacité de mettre des filtres et d'aller chercher des candidats de cette manière-là. Alors, vous n'avez pas une multitude de filtres infinis, mais vous avez la capacité déjà de cibler en amont et d'avoir une recherche beaucoup plus pertinente.
Vous avez la capacité de chercher par région, vous avez la capacité de chercher par métier, vous avez la capacité de chercher par entreprise. Donc, à vous de trouver maintenant quels sont les bons mots-clés, quelles sont les bonnes entreprises dans lesquelles vous allez aller chasser et vous allez aller trouver le bon persona qui correspond finalement à vos métiers, à votre environnement, à vos enjeux, à vos problématiques. La CVTech du Pôle emploi, tout dépend encore une fois de ce que vous recherchez, mais aujourd'hui, la CVTech du Pôle emploi, c'est la plus grosse CVTech de France. Il y a X millions de CV dessus, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est aussi quelque chose c'est aussi un canal qui peut être utilisé. Et on va avoir finalement Breeder, c'est un plugin qui permet de trouver des profils qui sont en écoute passive, c'est-à-dire qui sont capables de tracer finalement que ce candidat, en tout cas ce profil, est parti regarder des job offers, est parti sur Welcome to the Jungle, a déposé une candidature sur ce site-là ou celui-ci. Et donc, ils ont la capacité de retracer finalement les profils qui sont en écoute passive/active sur l'open web, sur tous les réseaux sociaux et tous les job boards. Ils sont capables de vous ressortir cette liste. Utiliser le réseau. Le recrutement, c'est une question de réseau. Le recrutement, c'est une question de réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous allez le travailler, plus vous allez l'animer, plus vous avez des chances de recruter bien et rapidement. Vous pouvez vous appuyer sur votre réseau pour que lui-même vous recommande du monde, des candidats qui sont à l'écoute, que ce soit le réseau d'école, que ce soit le réseau par rapport à vos anciennes aventures, vos anciens travaux. Ça peut être le réseau à travers notamment des candidats que vous avez rencontrés, et ça ne l'a pas fait pour X ou Y raison, mais le candidat était top et vous avez créé une superbe relation avec lui, il est capable de vous proposer notamment et de vous pousser du monde, et potentiellement du monde qui évolue aussi dans le même environnement que lui ou qu'elle. Ce qui veut dire que vous créez aussi toute une dynamique positive, vous commencez à créer une communauté qui elle-même va vous repousser du candidat, en tout cas des potentielles candidatures. Rien de mieux que de solliciter ces équipes en interne, parce qu'eux-mêmes connaissent du monde qu'ils seraient capables de recommander, d'autant plus que plusieurs études l'ont montré, on est plus exigeant quand c'est quelqu'un qu'on recommande et qu'on travaille déjà en interne que quand on est complètement externe au projet, dans la mesure où notre légitimité est mise à prix. Donc on va avoir tendance à être beaucoup plus sévère finalement et exigeant avec les candidats qu'on sera capable de pousser de notre réseau pour ces raisons-là. N'hésitez pas à solliciter vos équipes, particulièrement s'ils vous poussent du candidat, c'est que généralement, ils ont pleinement confiance et ils n'auraient pas pris le risque d'eux s'ils n'estimaient pas en tout cas qu'ils pourraient correspondre. Pour aller plus loin, vous pouvez passer par des outils notamment qui sont payants, qui pourraient vous aider notamment sur la chasse et comment aller chercher plus de candidats. Je citais tout à l'heure LinkedIn Recruiter. C'est l'outil qui est le plus utilisé chez les recruteurs, les cabinets de chasse, les cabinets de recrutement, les talent acquisition managers, etc., etc. Parce que c'est la version plus de LinkedIn qui nous permet, nous, recruteurs, d'avoir une liste de filtres qui va s'afficher, dans lesquels on peut aller jouer, on peut aller s'éclater. Ça va du filtre le plus basique qui est le métier, quelqu'un qui est passé par telle entreprise ou telle entreprise, mais ça peut aller un peu plus loin du type, je cherche que des personnes qui sont à l'écoute du marché qui l'ont indiqué. Je cherche des personnes qui vont avoir tel type de mots-clés et tel type de mots-clés dans leur profil. Je vais avoir des personnes qui sont recommandées tant de fois, etc., etc. On peut pousser le filtre comme un booking finalement beaucoup plus loin. Caroline, as-tu des conseils pour le parfait profil LinkedIn? Alors, le parfait profil LinkedIn, si je reste générique, parce que là, on ne parle pas d'un poste particulier, c'est un profil déjà qui est rempli. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, va avoir une continuité dans son profil. Toutes les expériences sont bien remplies avec les missions qui ont été réalisées. Potentiellement, un profil qui parle de résultats, qui parle de chiffres, qui montre directement, finalement, quelle a été sa performance. Alors, je parle de chiffres parce qu'ici, c'est un exemple où, finalement, c'est un profil qui peut être très commercial, mais sur des profils marketing, on peut totalement parler de chiffres aussi. Sur des profils techniques, ça peut être des réalisations de projets. Ça peut être les missions sur lesquelles ils étaient. Donc, quelque chose qui nous permet de concrétiser finalement dans quel environnement il a évolué et quelle a été sa performance dans cet environnement-là. Qu'est-ce qu'il a mis en place et quels ont été les résultats.
Si effectivement ce profil est rempli avec toutes ces informations-là, globalement, on part déjà sur quelque chose qui est très intéressant. Et si on veut aller plus loin, c'est quelqu'un qui, en tête, effectivement, a, en quelques phrases, été capable de décrire qui il était, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, finalement, dans sa vie professionnelle. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des recommandations. C'est quelqu'un qui a indiqué quelle langue il parlait, à quel niveau de langue, qui va avoir des recommandations, qui suit des entreprises notamment qui évoluent dans le même secteur d'activité que vous, ou des concurrents, et là c'est le jackpot, parce que vous savez que globalement les problématiques, c'est quelque chose qu'il suit et qui peuvent l'intéresser. Et là, on commence à avoir des éléments qui nous montrent que c'est un très bon profil. Une photo, généralement, parce que ça permet aussi de se projeter et de mettre une tête sur la personne avec qui on échange. Une photo qui est faite dans les règles de l'art, belle luminosité, une photo qui donne envie, dans laquelle la personne va être souriante, va être avenante. On a envie effectivement de créer du lien avec. Mais sinon, si on a tous ces éléments déjà et tous ces critères rassemblés, on est sur un profil qui est plutôt bon normalement. Pas trop de risques. Au-delà de LinkedIn Recruiter, on a parlé de Welcome to the Jungle. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de les présenter. Welcome to the Jungle, il faut savoir qu'historiquement, c'était un job board à part entière. Aujourd'hui, c'est un levier de communication. C'est plus utilisé réellement pour attirer des candidats, c'est surtout utilisé pour être une vitrine transparente de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, sortir des sentiers battus, des job desks et des job boards qui sont un peu plus poussiéreux, plus tradis, et de casser ces codes-là du recrutement pour proposer quelque chose de différent. Donc, c'est utilisé réellement comme un levier de com à part entière. Les outils qu'on vous a mis par la suite, on est plutôt sur des outils qui vous permettent, des outils de tracking finalement, qui sont utilisés énormément, notamment par des commerciaux sur des séquences de prospection, mais ça peut aussi être utilisé pour des séquences de sourcing, de chasse. Ça vous permet d'aller récupérer de l'information, que ce soit des numéros de téléphone, que ce soit des adresses email. Ça vous permet aussi d'automatiser finalement des séquences ou des recrutements. Vous avez mis un screenshot de ce que ressemblait LinkedIn Recruiter de l'autre côté. Alors, vous n'avez pas tous les filtres parce qu'effectivement, la liste est longue, mais ça se présente de cette manière-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir tous les filtres qui apparaissent à gauche. Vous allez pouvoir cliquer sur tous les filtres qui vous intéressent. Vous allez pouvoir les remplir. Vous allez avoir tous les résultats de tous les candidats qui correspondent au filtre que vous avez indiqué. Et vous pouvez directement les contacter, les sélectionner tous d'une pierre d'un coup et les multidiffuser finalement des messages. Donc, c'est assez pratique. Mais vous pouvez aussi indiquer que vous recrutez, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu sur LinkedIn, ça se fait un petit peu moins, mais il y a quelques mois, on le voyait énormément. Il y a plusieurs profils LinkedIn qui, autour de la photo, vont avoir une bannière, qu'elle soit verte ou violette, qui indique qu'ils sont en recherche d'emploi ou qu'ils recrutent. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez totalement faire. On vous a mis la notification qui apparaît. C'est exactement comme quand vous mettez que vous êtes à l'écoute du marché, vous mettez que vous êtes en train de recruter, vous allez avoir la bannière violette qui met hiring autour de votre photo de profil. Maintenant que vous avez lancé effectivement la chasse, que vous avez lancé les candidatures entrantes, que vous commencez à avoir un pipeline qui va se construire, il faut savoir gérer ce pipeline-là parce que ça va avec cette histoire de expérience candidat, de marque employeur et qui va se refléter directement sur l'image de marque que vous allez laisser. On en avait parlé déjà la semaine dernière, il y a énormément qui sont des ATS finalement, c'est des outils de gestion de candidature, c'est-à-dire que ce sont des outils qui vous permettent de récupérer toutes les candidatures de tout levier, tout canaux confondus et qui vont tout simplement les centraliser à travers un seul et même dashboard. Vous en avez plusieurs, Flatcher, Workable, Lever, etc., etc. Mais vous avez aussi des outils totalement gratuits qui sont plus du bricolage, mais qui peuvent totalement s'adapter sur un process de recrutement et sur la gestion des différents pipes. Je pense notamment à Trello, Excel ou autres, qui finalement sont des outils de gestion de projet totalement adaptables à un processus de recrutement, sachant qu'un Trello, on vous a mis un QR code que vous pouvez d'ailleurs scanner, ça vous renverra si vous avez un compte Trello ou alors en créer un. Sur un Trello que nous-mêmes, on avait effectué, on avait mis en place avec un client en interne. Chacune des colonnes va représenter une step du process de recrutement.
pipe candidat, candidat validé, first call screening, business case, culture fit, remise de proposition, etc., etc. Et chacune des cartes présentes dans ces colonnes-là représente une candidature. Et vous pouvez les faire avancer de manière hyper fluide d'une colonne à l'autre en fonction de leur avancée, prendre des notes dessus, vous taguer d'une personne à l'autre au sein même d'une équipe si vous êtes tous sur le même projet. Et c'est totalement gratuit. Maintenant, si aujourd'hui, les outils gratuits, vous avez fait le tour, si effectivement vous avez une nécessité finalement d'accompagnement supplémentaire parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas les ressources en termes d'expertise de faire du recrutement, si parce que en termes de timing, ça fait X temps que vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver et que vous commencez à prendre du retard sur vos enjeux, etc., etc. Pour toutes ces raisons-là, à un moment donné, vous pouvez aussi vous poser la question de vous faire accompagner. Vous faire accompagner sur du recrutement, différents types d'acteurs que vous allez pouvoir retrouver, mais vous faire accompagner principalement, ça a forcément des avantages et des limites. Vous faire accompagner, c'est limiter la prise de risque, c'est faire des économies, parce que vous allez passer par quelqu'un qui est expert et dont c'est son métier finalement, et vous allez vous décharger de toute de cet enjeu-là, et vous allez vous concentrer, vous, sur votre scope, vos missions et vos priorités. Vous allez arrêter de jongler entre votre mission principale, qui est de la tech, qui est du sales, qui est du marketing, qui est X ou Y, mais aussi la moitié du temps sur le recrutement, parce que je vous apprends rien, mais ça prend du temps de recruter. Ça prend du temps de recruter, ça prend du temps d'aller trouver les candidats, ça prend du temps de les séduire, ça prend du temps de faire passer un process de recrutement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez bénéficier d'un accompagnement, notamment en termes d'expertise et de conseils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but de vous faire accompagner, ce n'est pas uniquement d'avoir du push de CV. Puisqu'à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, prenez une licence, mettez vos annonces un peu partout et attendez juste que ça arrive. L'idée de vous faire accompagner, c'est de pouvoir aussi vous accompagner sur la stratégie de recrutement, de manière générale. La stratégie de recrutement, c'est de vous expliquer déjà s'il y a une cohérence entre ce que vous recherchez, la réalité du marché et votre stratégie de croissance et de business, s'il y a des choses à revoir là-dessus ou non, comment ça se traduit sur le profil, sur la fiche de poste, sur les compétences, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est aussi la manière de vous faire accompagner sur comment construire un process de recrutement efficace. Quels sont les steps que je dois mettre? Combien de steps je dois mettre? Qui doit rencontrer? Comment il doit être challengé? Comment doit être construit le business case? Combien de temps doit mettre un process de recrutement? Quels sont les feedbacks à faire pendant les différentes étapes? À quel moment? Comment on fait un feedback négatif, un feedback positif? Comment on fait quand on est sur une remise de proposition, etc., etc. C'est tous ces sujets qui finalement ne sont pas anticipés jusqu'au moment où on se retrouve complètement les pieds dedans. Ça vous permet notamment de gagner du temps. On le sait, on est sur un marché qui est extrêmement pénurique. Et aujourd'hui, la rapidité, la proactivité des process, c'est un mot d'ordre dans la manière dont vous allez construire votre stratégie de recrutement. Et un cabinet, un RPO, un freelance ou quelqu'un dont c'est le métier en a pleinement conscience et donc sait comment jouer notamment avec le timing pour accélérer tout votre process de recrutement, accélérer et gagner du terrain et occuper le terrain par rapport à la concurrence pour faire jouer effectivement un candidat qui a 2 ou 3 ou 4 propositions d'embauche en main, comment on fait la différence, comment on fait pour finalement passer outre et l'avoir nous et pas la concurrence, quoi. Donc, c'est tous ces éléments dont il faut être conscient et ne pas juste se dire je vais passer par quelqu'un qui va m'accompagner, qui va m'envoyer du CV et puis ça s'arrête ici. Tant que j'ai mes 5 CV par semaine, je suis très content. Quelqu'un qui réellement va être capable de vous accompagner, c'est quelqu'un qui est capable de vous accompagner avant tout sur ces thématiques et sur ces sujets-là, avant même de commencer à vous pousser du CV. Je n'ai pas vu la question. Est-ce que Notion peut fonctionner ici pour gérer et organiser le pipe? Totalement. Il me semble même qu'on avait fait la réflexion la semaine dernière. Totalement, Notion, c'est totalement adaptable. Et ça permet aussi de centraliser tout sur un seul et même outil si c'est quelque chose que vous utilisez principalement en interne. Donc, complètement.
Comment bien choisir son cabinet de recrutement? Alors, pour vous faire un mapping très, très rapide de ce qui se passe sur le marché du recrutement, ou en tout cas des acteurs qui sont présents, vous allez avoir le cabinet de recrutement classique, un cabinet de recrutement du RPO. RPO, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être en freelance et qui va être en mission pour X mois pour vous recruter X profils, pour structurer telle ou telle partie du process ou de la stratégie de recrutement ou autre, mais c'est quelqu'un qui sera en freelance pendant X mois avec vous. Vous pouvez passer notamment par des plateformes où on va être davantage sur un enjeu de volume plus que de chasse de tête ou d'aller chercher spécifiquement un profil par rapport à votre fiche de poste. Ce qu'il faut savoir sur les cabinets de recrutement, c'est qu'en termes de business model, pour vous donner toutes les billes, en termes de business model, très souvent, les cabinets de recrutement fonctionnent sur un modèle qu'on appelle au succès. Un modèle au succès, c'est-à-dire que vous ne payez que si vous recrutez. Donc, sur papier, tout le monde est content, tout est beau, tout est rose. Le problème d'un modèle comme celui-ci, il faut faire très attention, c'est que vu que personne n'a rien payé, parfois, il peut y avoir un gros, gros manque d'engagement de la part du cabinet. Puisque finalement, j'ai avancé pendant 2-3 semaines, j'ai fait ma première chasse, ça n'a pas mordu, je vais aller jouer sur une stratégie de volume et je vais ouvrir finalement plein de comptes. Et puis, je vais jouer plein de cannes à pêche. Et finalement, là où ça mordra, tant mieux. Et puis, j'aurai ma com. C'est souvent le risque qu'on a avec les cabinets traditionnels qui vont être au success fees. Et on est souvent sur un pourcentage de la rémunération. Quand on est au success fees, on va dire par exemple, je prends 20-25% de la rémunération globale du candidat qui va démarrer. Donc, si on est sur un package à 30 plus 15, je vais, en tant que cabinet, prendre 20% de 45K. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des cas de figure. On peut avoir des cabinets aussi qui sont à moitié au success fees, donc ils vont prendre un acompte, mais on sera sur du success fees sur lequel on va déduire finalement le prix de l'acompte qui a été pris au début pour lancer la mission. Les plateformes qui ont été citées, c'est des plateformes ou bien qui sont totalement success fees, comme le modèle d'un cabinet, mais c'est juste que vous allez avoir effectivement une grosse database qui va tomber, vous allez piquer vous-même les candidats qui vous semblent pertinents et faire tout le travail de screening et de qualification. Ils ne vont intervenir que sur l'ouverture d'un pipe qualifié dans lequel vous pouvez aller piocher, mais aussi des plateformes qui vont être uniquement sur de l'abonnement. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous payez, je dis n'importe quoi, 500 € par mois. Et puis, si vous prenez des candidats, tant mieux. Si vous n'en prenez pas, tant pis. Voire, si vous en prenez, il y a un mini success fees qui s'applique de manière supplémentaire. C'est les différents modèles qu'on retrouve aujourd'hui sur l'écosystème recrutement, tech, digital, IT. Le RPO, généralement, c'est un bon levier, mais c'est un levier qui vous demandera du budget parce que c'est un modèle qui est sur un modèle finalement un peu de consulting où on est sur du TJM, du taux journalier moyen, c'est-à-dire que par jour, il va avoir un forfait par jour et pas forcément au résultat. Et en fonction du RPO, de la mission, de la seniorité, du poste recherché, ça peut monter assez vite. Généralement, on est sur des TJM entre 400 € et ça peut monter sur du 1000 €. Donc, tout est une question de budget et tout est une question notamment surtout de quel accompagnement vous avez besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai simplement une nécessité d'avoir du volume? Est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les ressources en interne pour? Est-ce que je n'ai pas le temps? Est-ce que j'ai besoin de structurer, de construire ma stratégie, mon processus, ma marque employeur, etc., etc. Et c'est tous ces éléments qui vont être déterminés en amont qui vont vous permettre de déterminer si oui ou non j'ai besoin d'externaliser ou d'être accompagné et par quel type d'acteur, pour quelles raisons. Choisir son cabinet, choisir son partenaire, que ce soit du RPO, du cabinet ou de la plateforme, bien évidemment, c'est une question de confiance avant tout. C'est une question de confiance avant tout. Pourquoi? Parce qu'on est sur de l'humain, parce qu'on recrute. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un produit sur étagère qu'on va vendre. On vend aujourd'hui des compétences, on vend des skills, on vend de l'humain, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'aléas autour qui ne sont ni contrôlables, ni anticipables. Et donc, de ce fait, on vend finalement un conseil qui n'existe pas encore. Par définition, on vend du service. Donc, forcément, il y a toute une confiance avec l'interlocuteur que vous allez avoir en face, le recruteur que vous allez avoir en face. Il y a toute cette confiance qui a besoin d'être créée, sinon c'est compliqué sur nos métiers, c'est compliqué sur du recrutement. La confiance, elle se crée de différentes manières. Elle peut se créer parce qu'il a des références qui sont top et qui sont pile poil
dans le secteur d'activité ou sur la typologie de métier que vous avez envie de recruter. La confiance, elle peut se créer parce que il a été très clean en entretien et qui vous a montré effectivement les métriques en termes de time to hire, time to shoot, etc., qui vous permettent de vous dire, OK, effectivement, il va m'envoyer du candidat rapidement, il a compris mon besoin, etc., etc. Tout dépend du degré de confiance qui a été créé finalement entre vous et cet interlocuteur. Le suivi client, bien évidemment, le suivi client, ça se reflète dès le premier entretien. Avant même que vous décidiez de travailler ou non avec l'interlocuteur, le suivi client, il est déjà notable, puisqu'effectivement, vous allez voir si la personne vous relance ou non, si elle a bien compris votre besoin, si elle est réactive dans la manière de répondre aux mails, aux SMS, aux messages, etc., etc. Donc, tout ce suivi client vous permet de voir la proactivité de la personne, mais aussi la manière dont elle va dupliquer cette relation auprès des candidats. Parce qu'elle devient l'intermédiaire et elle devient votre brand ambassador. Donc, elle devient une représentation de votre entreprise, une extension de votre entreprise. C'est pour ça qu'il est très, 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 très important en amont, bien choisir son partenaire. Puisque le candidat ne fera pas la différence entre c'est le cabinet, c'est le RPO ou c'est le client final, s'il a eu une mauvaise expérience. Une offre qui correspond à vos attentes. Bien évidemment, nous aujourd'hui chez Job4, on est spécialisé sur le recrutement de métiers sales et marketing. Vous vous doutez bien que quand on a des clients qui nous demandent de recruter des développeurs, on n'est pas les plus pertinents. Donc, il faut juste être transparent et aller directement sur des cabinets, du RPO, des talents qui vont être spécialisés sur vos métiers, qui vont être spécialisés sur votre industrie. C'est ça le plus important parce qu'ils maîtrisent finalement les tenants et les aboutissants des différents profils. Ils ont un référentiel déjà créé et ils ont la capacité de vous accompagner rapidement. Nous, demain, chez Job4, on aura la capacité de faire un développeur, mais je le ferai en 6 mois, versus un cabinet qui serait spécialisé dessus, qui aurait la capacité de le faire en 1 mois. Et inversement sur les profils commerciaux. Généralement, quand vous êtes sur des cabinets, des très, très, très gros cabinets qui sont généralistes, ça peut prendre un peu plus de temps parce que, effectivement, on est dans une grosse machine. On est sur une grosse machine qui, aujourd'hui, va être sur un enjeu beaucoup plus de quantitatif, qui va vous toucher énormément, énormément de monde et qui ne va pas être sensible à toutes ces thématiques de structurer une marque employeur, de l'expérience candidat. Ça ne va pas être au cœur des débats. Là, aujourd'hui, au vu du stade de croissance, quand vous êtes sur de l'early stage, c'est des questions qui sont primordiales, qui vont déterminer tout le reste de l'aventure, notamment sur la notoriété et la réputation que vous allez vous créer. La connaissance de vos métiers, on l'a évoqué, c'est effectivement aller sur des cabinets, aller sur du RPO, aller sur des freelances, des plateformes qui sont spécialisées sur les métiers que vous recrutez, sur les industries que vous recrutez.